Grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue et dans nos cœurs maudits, chambre d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos dés profondis. Je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes. Je l'entends dans le rire énorme de la mer, comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu. Mais les ténèbres sont-elles mêmes d'étoiles où vivent jaillissant de mon œil par milliers des êtres disparus au regard familier. Je voulais commencer par Baudelaire, Obsession bien sûr, Grand bois vous m'effrayez, mais surtout pour ce vers de la fin où vivent jaillissant de mon œil par milliers des êtres disparus au regard familier. Et comment ce point d'aboutissement qui fait que Baudelaire écrit puis travaille Obsession, un de ses plus grands poèmes, ça vient directement de Edgar Allan Poe. Après Le Masque de la Mort Rouge, ce qui m'est revenu, indépendamment du programme que je compte suivre, c'est pas un programme, mais il faut trouver une cohérence à comment soi-même on chemine et comment on avance dans la suite de ces 56 histoires traduites par Baudelaire. Un texte qui s'appelle Ombre, tout simplement Shadow, et le royaume des ombres. Vous savez ce qu'en fait Pascal Quignard, les ombres errantes. L'allégorie est toute présente. Le Masque de la Mort Rouge, c'est 1842. Donc Edgar Poe, déjà reconnu journaliste, revuiste. Mais Shadow, c'est un texte de 1833. C'est une période encore très obscure, imprécise, fragile. Il a rompu avec sa riche belle famille. Il a rompu avec sa riche belle famille. Il vit chez Maria Clem, et puis il y a cette petite cousine qui a 11 ans, qu'il épousera 2 ans plus tard. Mais ce n'est pas la biographie qui compte ici. C'est plutôt le sous-titre. Et le sous-titre, c'est Parable, parabole. Et Baudelaire ne reprend pas le sous-titre. Ombre, il reprend la citation du psaume de David, le psaume 23. Oui, je marche dans la vallée de l'ombre. En vérité, quoique je marche à travers la vallée de l'ombre, bon, je ne sais pas où il a pris sa traduction, c'est pas grave. Les questions que ça me pose à moi. Dans Ombre, on va retrouver le même schéma que dans Masque de la Mort Rouge. C'est-à-dire, à la fin, surgissement de la mort, personnifiée, mais beaucoup plus abstraite, puisque dans la parabole, et justement, là où dans le Masque de la Mort Rouge, il y avait le poignard qui se glisse sur ce qui se révèle, un cadavre, mais avec strictement rien, une forme vide, là, on a encore la parole, on a encore le nom. C'est-à-dire que la mort dit son nom. Et quand elle parle, ça va être une parole où justement vont résonner toutes les voix de ceux qui sont là-bas, dans les royaumes, voix de multitude. Et c'était tout à fait imprévu pour moi que je suive dans cette série le statut du son et des impressions auditives chez Edgar Poe, que je découvre là, à mesure qu'on le relit ensemble. C'est pas que la brièveté définisse le poème en prose, c'est que l'exercice en prose du poème la condense. La condense parce que ça tient à distance, justement ce qui est pour moi aussi le grand paradoxe de cette frontière poésie-roman, poésie-prose, prose et prose poétique, c'est-à-dire pas la soumission au narratif,
mais se coltiner le narratif. Là où la correspondance de Flaubert sera toujours celle qui nous enseigne le plus. Le pied-beau qu'opère Charles Bovary, ou la casquette du jeune Charles Bovary, ne sont pas des éléments poétiques en eux-mêmes. Ils ne sont pas non plus des éléments allégoriques. La casquette de Charles Bovary, au tout début de Madame Bovary, alors qu'il nous faudra 3 Madame Bovary en titre pour trouver la bonne, Emma, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Voir les travaux de Gérard Genette. C'est un assemblage bricolé par sa mère, dont Flaubert nous donne tous les détails. Et les questions que ça me pose, elles sont fragiles, je ne veux pas non plus insister trop, mais ça me travaille par exemple pour H.P. Lovecraft, qui revient toujours là, et je vais m'expliquer aussi de cette superposition de l'un et de l'autre. Mais quand Lovecraft, vers 1922, c'est-à-dire quand il sort de cette grande dépression, la période qui va correspondre bientôt au deuil de sa mère, mais on est un petit peu avant, mais le moment où il émerge à lui-même et quitte la poésie pour la prose et quitte l'univers de ses critiques et de ses articles, pas d'astronomie, ça c'est encore une autre publication, mais dans cette association des journalistes amateurs, dans cette publication qui pour lui est extrêmement importante. Il s'y implique à fond, il est éditeur, il est celui qui organise, corrige, suit la mise en page de cette publication régulière. Et ce qu'il publie, c'est de la critique, c'est de la philo, c'est des comptes rendus de bouquins, et puis petit à petit, il glisse des textes brefs où on va voir émerger les nœuds abstraits, poèmes en prose, de ce qui va devenir plus tard l'emprise ou la traversée de la fiction. Et chez Edgar Poe, dans ce texte 1833, donc 9 ans avant Le Masque de la Mort Rouge, on a quelque chose d'un peu équivalent. C'est-à-dire, cette qualité abstraite, elle vaut en soi, elle vaut pour elle-même. On est vraiment dans une parabole. Vous savez qu'il y a un roman extrêmement étrange de William Faulkner qui s'appelle Parabole, qui se passe justement à la fin de la guerre 14-18 avec, on ne sait pas qui c'est, le soldat dans la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Et ben, c'est de ça que va se saisir Faulkner pour une allégorie du destin de l'humanité. Ça n'a rien à voir avec la toute petite dimension de ce texte ici. Mais en écriture créative, ça peut avoir de grandes conséquences aussi. Est-ce que dans les premiers apprentissages, les surgissements de prose, on emmène dans des suites d'exercices basés sur le concret, sur la matière, en attendant que cette accumulation dessine une singularité, dessine le corps en creux, l'empreinte de cette singularité qui alors prendra sa dimension par sa liberté, deviendra fiction, quelle qu'en soit l'échelle. Il n'y a jamais de hiérarchie entre les 60 pages des Illuminations de Rimbaud et les 3000 pages de la Recherche du temps perdu. Ça, on est bien d'accord. Ou alors, l'importance de pouvoir reconnaître, travailler sur ces cristaux abstraits. Et là aussi, des passerelles avec Franz Kafka. C'est-à-dire que là, c'est pas justement immédiatement après, mais c'est 1835. Il y a un texte d'Edgar Poe qui s'appelle « Silence ». C'est encore un texte bref. Et chez Kafka, on a aussi de ces textes qui sont des paraboles, mais qui sont justement, qui tiennent à distance, pas l'envahissement narratif, mais comment la narration, en venant là, couperait cette distance abstraite de l'énonciation par rapport. Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants, mais moi qui écris, c'est très rare chez Poe qu'il y ait directement l'apostrophe à nous, lecteurs, et que l'apostrophe, vous voyez, elle est comme en parallèle. C'est-à-dire, vous êtes en train de lire le texte, vous me lisez, et celui qui a écrit le texte, en même temps que vous lisez, vous parle. Vous qui me lisez, vous êtes encore
parmi les vivants. Donc s'il vous parle alors que vous êtes en train de le lire, c'est pas l'auteur qui vient vous taper sur l'épaule, c'est justement que, lisant, on a déjà ouvert la porte de la mort, et que, ouvrant la porte de la mort, si c'est possible que l'auteur nous parle, c'est que lui nous parle du lieu qu'on vient d'ouvrir en lisant, parce que c'est l'autre monde. Vous qui me lisez, vous êtes encore parmi les vivants, mais moi qui écris, je serai depuis longtemps parti pour la région des ombres. Car en vérité, d'étranges choses arriveront, bien des choses secrètes seront révélées, et bien des siècles passeront avant que ces notes soient vues par les hommes. Ce qui correspond aussi à la condition d'Edgar Poe, puisqu'il s'agit de textes qui seront publiés que bien plus tard. C'est des textes qu'on appelle textes de jeunesse. Tu parles. Ça existe, les textes de jeunesse, où justement, ces premières fois qu'on fait irruption dans l'écriture, est-ce qu'il n'y a pas là une torsion qui fait que, toujours ensuite, notre but, ce sera de revenir là où il n'y avait pas la médiation de tout ce qu'on a appris depuis lors. Et justement, l'écriture même, ce qu'on a accompli soi-même. Avant que ces notes soient vues par les hommes, et quand ils les auront vues, les uns ne croiront pas, les autres douteront, et bien peu d'entre eux trouveront matière à méditation dans les caractères que je grave sur ces tablettes avec un stylus de fer. Donc là encore, c'est le support, c'est la convocation directe du support de l'écriture, tablette, et le stylus, le style. On n'est même pas dans un temps du rouleau et du papyrus. On est forcément 800 ans avant notre ère, au minimum. L'année avait été une année de terreur, mais ça c'est le présent, pleine de sentiments plus intenses que la terreur pour lesquels il n'y a pas de nom sur la terre. Oui, comme la question du nom vient tout de suite. Ce qui se passe dans le présent, qui casse ou abîme ou soumet le présent à la terreur, ne peut pas être nommé. Et tout l'enjeu, c'est que si on nomme la mort, est-ce qu'elle n'est pas aussi une médiation par rapport à la possibilité de supporter le présent? Car beaucoup de prodiges et de signes avaient eu lieu, et de tous côtés, sur la terre et sur la mer, les ailes noires de la peste s'étaient largement déployées. Ceux-là, néanmoins, qui étaient savants dans les étoiles, n'ignoraient pas que les cieux avaient un aspect de malheur. Les astronomes, les devins, et pour moi, entre autres, le grec oinos. Il était évident que nous touchions au retour de ces 794e années où, à l'entrée du Bélier, la planète Jupiter fait sa conjonction avec le rouge anneau du terrible Saturne. L'esprit particulier des cieux, si je ne me trompe grandement, manifestait sa puissance non seulement sur le globe physique de la Terre, mais aussi sur les âmes, les pensées et les méditations de l'humanité. Et vous savez, depuis Anaximandre, qui lui aussi était vers l'an -800, savait que la Terre était ronde. C'était la question d'Anaximandre. La Terre étant ronde, qu'est-ce qu'il apporte? Une nuit, nous étions 7, toujours la mystique, au fond d'un noble palais dans une sombre cité, la logique de la ville, déjà là, appelé Ptolémaïs, assis autour de quelques flacons d'un vin pourpre de Chios. Et notre chambre n'avait pas d'autre entrée qu'une haute porte d'airain, et la porte avait été façonnée par l'artisan Corinos. Elle était d'une rare main-d'œuvre et se fermait en dedans. Pareillement, de noires draperies protégeant cette chambre mélancolique nous épargnaient l'aspect de la lune, des étoiles lugubres et des rues dépeuplées.
Mais le pressentiment et le souvenir du fléau n'avaient pas pu être exclus aussi facilement. Il y avait autour de nous, auprès de nous, des choses dont je ne puis rendre distinctement compte. Des choses matérielles et spirituelles, une pesanteur dans l'atmosphère, une sensation d'étouffement, une angoisse. Et par-dessus tout, ce terrible mode d'existence que subissent les gens nerveux quand les sens sont cruellement vivants et éveillés. Là encore, Baudelaire saura s'en souvenir. On dirait ton regard d'une vapeur couvert. Ton œil mystérieux est-il bleu, gris ou vert, alternativement tendre, rêveur cruel, réfléchit l'indolence et la pâleur du ciel. Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés, qui font se fondre en pleurs les cœurs ensorcelés. Quand agités d'un mal inconnu qui les tord, les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Tu ressembles parfois à ces beaux horizons qu'allument les soleils des brumeuses saisons, comme tu resplendis, paysage mouillé, qu'enflamment les rayons tombant d'un ciel brouillé. Ô femmes dangereuses, ô séduisant climat, adorerais-je aussi ta neige et vos frimas, et saurais-je tirer de l'implacable hiver des plaisirs plus aigus que la glace et le fer. Alors d'où y vient ce vers? Les nerfs trop éveillés raillent l'esprit qui dort. Il vient de la traduction de Shadow, ombre. Ce terrible mode d'existence que subissent les gens nerveux quand les sens sont cruellement vivants et éveillés, et les facultés de l'esprit assoupies et mornes. Un poids mortel nous écrasait, il s'étendait sur nos membres, sur l'ameublement de la salle, sur les verres dans lesquels nous buvions, et toute chose semblait opprimée et prostrée dans cet accablement, tout excepté les flammes des 7 lampes de fer qui éclairaient notre orgie. S'allongeant en minces filets de lumière, elles restaient toutes ainsi et brûlaient, pâles et immobiles. Et dans la table ronde d'ébène autour de laquelle nous étions assis et que leur éclat transformait en miroir, chacun des convives contemplait la pâleur de sa propre figure et l'éclair inquiet des yeux mornes de ses camarades. Le mot morne aussi, comme on le retrouvera dans les spleens de Baudelaire. Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte. Cependant, nous poussions nos rires, et nous étions gais à notre façon, une façon hystérique, et nous chantions les chansons d'Anacréon, qui ne sont que folie. Et nous buvions largement, quoique la pourpre du vin nous rappelât la pourpre du sang. Ce qui va être dans le masque de la mort rouge, pris et déployé dans l'ensemble de l'architecture pour que ça devienne autre chose qu'une simple comparaison. Car il y avait dans la chambre un 8e personnage, le jeune Zoilus, mort, étendu de tout son long et enseveli. Il était le génie et le démon de la scène. Hélas, il n'avait point sa part de notre divertissement, sauf que sa figure convulsée par le mal, et ses yeux, dans lesquels la mort n'avait éteint qu'à moitié le feu de la peste, semblaient prendre à notre joie autant d'intérêt que les morts sont capables d'en prendre à la joie de ceux qui doivent mourir. Mais bien que moi, Oinos, je sentisse les yeux du défunt fixés sur moi, cependant je m'efforçais de ne pas comprendre l'amertume de leur expression. Et regardant opiniâtrement dans les profondeurs du miroir d'ébène, je chantais d'une voix haute et sonore les chansons du poète de Théos. Mais graduellement, mon chant cessa, et les échos, roulant au loin parmi les noires draperies de la chambre, devinrent faibles, indistincts, et s'évanouirent. Et voici que du fond de ces draperies noires, où allait mourir le bruit de la chanson, s'éleva une ombre indéfinie,
une ombre semblable à celle que la lune, quand elle est basse dans le ciel, peut dessiner d'après le corps d'un homme. Mais ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu, ni d'aucun être connu. Et frissonnant un instant parmi les draperies, elle resta enfin visible et droite sur la surface de la porte d'airain. Mais l'ombre était vague, sans forme, indéfinie. Ce n'était l'ombre ni d'un homme, ni d'un dieu de Grèce, ni d'un dieu de Chaldée, ni d'aucun dieu égyptien. Et l'ombre reposait sur la grande porte de bronze et sous la corniche cintrée, et elle ne bougeait pas, et elle ne prononçait pas une parole, mais elle se fixait de plus en plus. Elle resta immobile, et la porte sur laquelle l'ombre reposait était, si je m'en souviens bien, tout contre les pieds du jeune Zoïlus enseveli. Mais nous, les 7 compagnons, ayant vu l'ombre, comme elle sortait des draperies, nous n'osions pas la contempler fixement, mais nous baissions les yeux et nous regardions toujours dans les profondeurs du miroir d'ébène. Et à la longue moi, oinos, je me hasardai à prononcer quelques mots à voix basse, et je demandai à l'ombre sa demeure et son nom. Et l'ombre répondit: je suis ombre, et ma demeure est à côté des catacombes de Ptolémée, et tout près de ces sombres plaines infernales qui enserrent l'impur canal de Charon. Et alors tous les 7, nous dressâmes d'horreur sur nos sièges. Et nous nous tenions tremblants, frissonnants, effarés, car le timbre de la voix de l'ombre n'était pas le timbre d'un seul individu, mais d'une multitude d'êtres. Et cette voix, variant ses inflexions de syllabe en syllabe, tombait confusément dans nos oreilles en imitant les accents connus et familiers de 1000 et 1000 amis disparus. And the shadow answered, I am shadow. Si vous m'avez dit qu'un jour je lirai cette histoire et me permettrai de la commenter directement sur une vidéo diffusée le lendemain matin, je leur dirai. Et puis on le fait quand même.